Quête d'accueil. Un documentaire d'Aliénor de Broc. Deuxième partie. Au départ, moi, ce qui m'a mise en mouvement de faire ce documentaire, c'est une situation négative que j'observais à l'école de mes enfants. J'étais vraiment inquiète de ce que je voyais, de ce que j'entendais à la garderie, ce qu'on appelle encore la garderie. Et à partir de là, j'ai eu envie de comprendre comment ça se passait. Évidemment, j'ai compris que c'était plus complexe de ce que je pensais. J'ai compris que les personnes qui exercent ce métier, elles aussi, elles subissent des violences. Et puis une autre chose que j'avais pas mesurée en commençant, c'est à quel point ce travail, il est peu valorisé. La question de laquelle vous êtes parti pour mener ce documentaire et mener cette recherche, c'est des choses qu'on entend fréquemment, nous, au CERE, en tout cas beaucoup dans le fondamental. Par exemple, des parents qui témoignent en disant « mon enfant adore l'école, mais ça se passe tellement mal à la cantine qu'il ne veut plus aller à l'école. Parce que la madame crie, il en a peur. » Annick Faniel, elle est sociologue de formation et responsable du CERE, le Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance. C'est des professionnels qui, encore aujourd'hui en maternelle ou en primaire, vont s'énerver sur un enfant en disant « il me cherche ». Ça peut casser la confiance par rapport à l'adulte, je dirais, qui n'endossent pas, en tout cas, qui n'ont pas une posture bienveillante pour les enfants. C'est considéré comme un métier qui se veut naturel. Doit-on vraiment former pour couper la viande à la cantine, surtout pour les petits, surveiller avec le mot surveiller dans la cour, finalement, où est la nécessité de se former. La dernière, Alizée, je vais chercher un dessert. Un petit peu d'eau. Allez. Santiago, tiens de l'orange, chérie. Bon appétit. Bon appétit. Qui n'a pas sa fourchette? Bon appétit, les amis. Bon appétit. Les personnes qui travaillent avec des enfants, oui, elles ont une formation, elles doivent réfléchir, elles doivent se remettre en question et elles ne doivent pas agir comme dans leur quotidien. Ils doivent le faire avec professionnalisme. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot professionnel? C'est en termes d'attitude, en termes de réflexion, c'est savoir pourquoi on agit comme ça. Mais ça, c'est effectivement des postures à adopter qui sont quand même compliquées. On les renvoie face à eux-mêmes, mais c'est une posture des formateurs CMEA, c'est pas, ça a été réfléchi. C'est pas la posture de Stéphanie, c'est la posture de Stéphanie, formatrice CMEA. Frédéric de Gucht, il travaille au CMEA. CMEA, ça veut dire Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. On y propose une formation de 6 mois qui débouche sur un brevet d'animation. C'est pas nous qui détenons le savoir, mais le savoir est partagé et co-construit avec les participants. Nous, on donne des situations de départ et puis après, la réflexion doit émerger d'eux. C'est la façon de s'approprier aussi les choses et de les comprendre. Donc ça permet qu'elles soient ancrées. On a des temps où on réfléchit ensemble et on a le passé aussi. Et le passé nous a été expliqué. Alors ça peut évoluer, les choses bougent aussi, mais malgré tout, il y a des choses qui restent et qui demeurent parce qu'elles ont été réfléchies et qu'on comprend le sens. Et donc on s'approprie aussi cet aspect-là. Et ce qui est peut-être pas le cas des animateurs dans les structures. Oui, ils s'approprient, mais en même temps, ils font comme ils pensent qu'ils doivent faire. Mais à côté de ça, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Mais c'est pas remis en question parce qu'il n'y a pas un moment où on se pose et on dit « Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Réfléchir ensemble aux postures adéquates, ça rejoint ce que dit Annick Faniel sur le besoin de se former pour faire ce métier. La posture professionnelle demande une formation importante pour pouvoir justement être en présence d'enfants, favoriser leur socialisation, favoriser leur développement. Moi, je pense que ça, c'est vraiment problématique, cette approche de
c'est naturel, ça ne demande pas beaucoup de travail, surveiller dans une cour, ça ne demande rien. Alors que on ne tient pas compte de toute la socialisation qui est fondamentale dans le développement de l'enfant dès son arrivée à l'école. Ça va lui demander un apprentissage énorme. Et très vite, il est confronté en même temps aux exigences, aux règles institutionnelles que représente encore aujourd'hui l'école. Si vous voulez, il va avancer à tâtons, chacun et chacune à son rythme, dans ce vivre ensemble. Et ça demande vraiment un accompagnement des adultes très important pour ces enfants, justement parce que ce processus de socialisation va se faire, mais on parle ici de socialisation dite primaire. La socialisation primaire, c'est celle qui va rester. Elle est fondamentale. C'est pour ça qu'on parle de l'enseignement fondamental. T'as envie de parler toi aussi? Alors, on a fait cette maison parce que elle est moitié à l'ombre, moitié au soleil. Ah, super. Mais j'allais mettre cette couverture ici. Ça, c'est Harmonie. Harmonie, on va mettre aussi cette couverture. Celle-là. C'est pas mieux de la garder pour la plage. Et on a fait plein de choses parce que je crois qu'on doit enlever les chaussures, les filles. Oui. Ah, ok. Explique-moi un peu ce que vous avez mis pour faire la maison. Alors, on a mis la toile bleue, la toile verte pour faire un petit peu d'ombre. Puis les trucs. C'est quoi les trucs? Ça, c'est des lits qu'on a utilisés pour pas se mettre par terre. Les filles, je peux mettre où mon sac? Merci. C'est une maison pour combien d'enfants? Seulement 3 enfants. Vous êtes 4 déjà. Les filles, on est 4 enfants. Bah, ça a l'air d'aller. Madame, est-ce qu'on pourrait faire une petite histoire? Ok. À la base, je suis éducatrice à 2 et j'ai commencé comme assistante maternelle. C'était 36 mois, les contrats PTP. Donc c'est 36 mois, il y a une aide de l'ONEM, tout ça. Après, c'est au revoir et merci. Et j'ai fait ça avec une institutrice maternelle et je suis tombée amoureuse de ce boulot, des enfants. Je ne me voyais pas faire autre chose en fait. Là, j'ai retrouvé Julie à Charleroi et je lui ai demandé comment elle en était arrivée à travailler comme accueillante. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour attirer les personnes à faire ce travail. Et même les personnes de mon entourage, et beaucoup de collègues ont le cas, c'est « Mais pourquoi tu fais ça? Change de boulot, des horaires coupés, t'as mal payé, t'as aucune considération, reprends des études. » C'est pas « Ah, c'est chouette ça, c'est un chouette boulot, ça rarement on va entendre ça. » Mais on est reconnu de nulle part. Je veux dire sincèrement, parfois certains parents, ça fait plaisir. Dans certaines écoles, les directions, les instituteurs, il y a une sorte de reconnaissance aussi. Mais vraiment, on a l'impression que c'est pas un métier par choix, que si on est là, ils ont foiré à un moment donné dans les études, ou ils ont foiré à un moment donné dans leur carrière, donc ils se retrouvent là. Comment on peut changer l'image qu'on a de ce travail? Comment faire bouger les lignes en même temps que nos représentations? Je suis allée à la rencontre d'un groupe d'accueillants et d'accueillantes qui ont choisi de faire du théâtre-action ensemble pour parler de leur métier. Daniel. Anastasis. Blanca. Pendant 1 an, ils se sont retrouvés tous les mois pour écrire, échanger et jouer ensemble. Leur objectif, c'était de créer un spectacle qui raconte leur quotidien. Maintenant, essayez de dire une phrase de votre texte comme ça, et donc vraiment vous imaginez que cette phrase, elle monte jusqu'au plafond et elle redescend sur la personne. C'est facile ce métier, tout le monde peut le faire. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un diplôme. C'est pas vraiment un métier d'ailleurs. On fait que jouer. Et papoter, c'est juste de la surveillance quoi. Oh, c'est un travail pour les aider. Ça crée de l'emploi ou hein? C'est pareil, il y a des formations qui sont organisées.
Des formations à quoi? Un ballon, elle pourrait jouer. De toute façon, plus les enfants sont petits, moins il faut des compétences pour s'en occuper. Hein. Oui, c'est pas comme avec les adultes, ça au moins ça demande des savoir-faire. Donc l'exercice, c'est si quelqu'un oublie la réplique, vous continuez comme si de rien n'était. Donc c'est aussi un exercice d'apprendre à rattraper l'autre. On n'a pas un grand panneau avec tous les textes. Oui, mais par terre, ça ne se voit pas quand même. Ça va aller très bien, vous allez les connaître. Moi, j'ai toujours l'impression que ça part d'ici. Oui, mais c'est assez juste. Je voudrais que ça parte de là, mais j'ai toujours l'impression que ça part d'ici. Essaye un peu, mets ta main sur ton ventre et essaye, quand tu respires, de faire bouger, que ton ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Et au lieu de travailler avec tes poumons, essaye que ta respiration parte du ventre. Donc quand tu inspires, tu gonfles, et quand tu expires, ça se dégonfle. Tu le sens? Oui. Maintenant, essaye de respirer ici pour sentir la différence. Que ce soit les poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. Ok, vous êtes prêts? Respiration. J'ai un diplôme en câlin, en diplomatie, en architecture d'intérieur et d'extérieur. J'ai un diplôme de nettoyeuse de nez avec spécialisation narine. J'ai un diplôme d'essuyeur de larmes. J'ai un diplôme de clonage humain avec résistance à la fatigue et au stress. J'ai un diplôme de raconter et écouter des histoires et apaiser des violences. J'ai un diplôme de mamie gâteau, d'amour et de lasseuse de chaussures. J'ai un diplôme de retrouveur de doudou. Un diplôme de conciliateur, de médiateur et d'endormisseur. J'ai un diplôme de Fort Boyard et de formateur de J'ai un diplôme de dégonfleuse de drame. J'ai un diplôme de soutien parental. J'ai un master en gestion des toilettes. Je suis laveur de microbes avec orientation rassureur. J'ai une spécialisation fermeuse de veste et lasseur de chaussures. C'est assez! Ah on pourra jamais vous payer à la mesure de vos compétences. Le mercredi après-midi, on le passe à la garderie. On s'amuse avec les petits, on bricole et on colorie. Mais il arrive que l'on s'ennuie, les doigts se perdent dans le nez. Il y a de plus en plus de bruit, on a envie de karaté. Le mercredi après-midi, c'est un peu plus qu'une garderie. Le mercredi après-midi, c'est un peu plus qu'une garderie. Finalement, il me reste au moins une question dans ce métier. Faut-il faire ou ne pas faire? Bonjour. C'est bien ici que ça se passe. Merci. Ça va? Oui, vous? Oui, je t'en prie. Merci. On va se mettre ici, ça va? Très bien. Aliénor. Oui, on s'est croisés par visio. Oui, c'est ça. Pourquoi on a encore une vision si négative et poussiéreuse de l'accueil extrascolaire? J'ai choisi d'aller poser la question à Marie-France Zico, qui travaille elle aussi au CMEA. Elle s'occupe des formations continues destinées aux animateurs et animatrices dans les écoles. Est-ce que les écoles expliquent, communiquent, tu vois? Parce que nous, chez nous, à l'école de mes enfants, on nous a jamais rien expliqué à ce propos. En fait, avant de m'inquiéter de certaines pratiques qui avaient cours pendant le temps extrascolaire, je ne connaissais même pas le terme, tu vois. Moi, je disais garderie comme tout le monde. Et donc, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a une telle méconnaissance, mauvaise communication, enfin... à la réunion de rentrée chaque année en septembre, parfois il y a une accueillante qui est là, mais c'est très rare en fait. La directrice cite leur nom, mais elle explique rien. Donc on détaille toute la journée scolaire. Voilà, votre enfant va être pris en charge, il va se passer ça, ça, ça. Mais on ne nous raconte pas en fait la philosophie ou même le projet d'accueil de l'établissement. J'ai vraiment dû fouiller pour le trouver. Oui. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Il y a plein de parents qui disent pour moi, c'est encore une garderie, quoi. Il se passe rien. Alors, est-ce qu'il se passe vraiment rien? Je pense qu'il y a encore des écoles qui sont encore dans le fonctionnement d'il y a 15 ans, 20 ans, avec, même pas des accueillants, des surveillants.
surveillantes qui sont là dans la cour et qui papotent entre elles ou entre eux et qui, à un moment, engueulent les enfants quand ils font des bêtises. J'espère qu'il y en a de moins en moins. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns, des lieux comme ça, malheureusement, mais de moins en moins. Ça, c'est une évidence. Moi, je suis dans le secteur depuis 2005. C'est clair que j'ai vu une évolution par rapport à ça, vraiment. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, effectivement, quand toi, tu arrives en tant que parent, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu as l'impression que rien n'est mis en place, mais en fait, il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est-à-dire, à un moment, rien qu'un aménagement des espaces, par exemple, de mettre en place un coin doux avec des livres ou des peluches, ou un endroit où ils peuvent faire la sieste, un coin avec des jeux de société, un coin avec des dînettes, un coin avec des jeux extérieurs, d'avoir réfléchi à cet aménagement-là, d'être présente et disponible pour les enfants, d'observer ce qui se passe, de dire « Ouh là, ils commencent à être un peu nerveux, je vais leur proposer une activité extérieure. » Ou « là, ils commencent à avoir un petit coup de pompe, on va rentrer. » Ou il y en a certains qui ont un coup de pompe, il y en a certains qui ont envie de sortir, donc qu'est-ce qu'on fait? Rien que ça aussi, c'est de l'animation. Hein. Je veux dire, anticiper le matériel dont ils vont avoir besoin, les espaces, observer ce qui est en train de se passer, pouvoir répondre aux besoins des enfants, c'est un travail en soi. Et parfois, pour les accueillants-accueillantes, c'est difficile, hein, ça. Elles ont envie, ou ils ont envie d'être toujours... Ouais, j'ai l'impression que si je ne propose pas un bricolage, je mets des guillemets autour des bricolages, je ne fais rien. Ou j'ai l'impression que si je ne lis pas un livre dans le coin doux, je ne fais rien. Et quand on leur dit, mais tu sais, observer ce qui se passe, c'est hyper fatigant, et t'es en train de faire quelque chose de super important, tu dis, ah ok, il y a quelque chose qui se passe. Et donc c'est pas grave s'il revient pas avec rien, il revient avec plein de choses dans la tête, ou dans le cœur, mais pas avec un objet, mais c'est pas grave. Mais tout ce que je te dis là, ça doit être expliqué aux parents. C'est vraiment important. On a déjà été invités à des réunions de parents de la rentrée pour expliquer ça. Parce que les accueillants disent « Venez, parce que nous, on ne sait pas, on a peur. » Donc on vient en soutien des accueillants pour dire « Ben voilà ce qui doit être mis en place. Donc ne vous inquiétez pas si l'enfant, quand vous lui demandez « Qu'est-ce que tu as fait à l'accueil ?» il va dire « Rien. » Ce n'est pas vrai. Il a fait plein de choses, mais simplement, vous n'en avez pas la preuve. Il y a un projet derrière, quoi. Les parents, une fois qu'on leur met du sens, et que c'est pour le bien-être de leur propre enfant, ça roule, quoi. Mais comment on fait ce lien avec les parents? Comment on établit la confiance? Pour comprendre, je suis allée suivre un atelier organisé à Mosée, près de Namur, pendant une journée de formation de la plateforme communautaire du secteur ATL, Accueil Temps Libre. Voilà, on a 45 minutes pour découvrir un outil que vous connaissez peut-être, qui fait partie du premier référentiel. Donc, accueillir les enfants de 3 à 12 ans, viser la qualité, livret 1. C'est un outil qui est présenté par Jean Epstein. Jean Epstein dit on ne peut pas viser la qualité d'un accueil si on ne tient pas compte des enfants, bien sûr, des professionnels, mais aussi des parents. Pour moi, quelque chose que je défends dans toutes les formations, c'est les postures éducatives du professionnel qui garantissent que l'enfant a une place, que quand il dit quelque chose, d'abord je l'écoute, d'abord j'accueille ce qu'il dit, avant de lui dire un ton plus bas, ou pas comme ça s'il te plaît, ou pas maintenant. Mais d'abord, ben voilà, cette posture éducative, cette attitude éducative doit garantir que l'enfant sent bien que c'est son temps de loisir. Je pense que, par exemple, dans les compétences, quelle est la place de l'enfant, le tour de parole. Alors, évidemment, s'il y a un tour de parole, s'il y a une boîte à suggestions, ben, il y a un moment donné... On partage. Ben oui, c'est pas... Moi, non, je vais dépioter la boîte à idées et je vais décider. Alors le pouvoir n'est pas à l'enfant, hein. Donc, c'est déjà bien de proposer 3 activités, mais c'est encore mieux si ces 3 activités ont été choisies par l'enfant. Mais comment organiser dans son milieu d'accueil un système qui garantisse une démocratie de pouvoir de l'enfant, quoi.
Et donc, évidemment, il y a aussi quelle est notre place, nous, de professionnels, quand on nous dit « oui, mais toi, de toute façon, tu n'as pas fait d'études ». Il y a une reconnaissance à avoir du côté professionnel, c'est cette reconnaissance des savoir-être, des choses immatérielles. Je pense qu'être dans l'empathie, ça demande des compétences non tangibles qui ne sont pas valorisées parce que ça ne produit pas de richesse. Mais donc, ce qu'il faut comprendre quand un parent vient se plaindre, c'est « ma sérénité n'est pas respectée et c'est un besoin et je ne sais pas comment vous le dire ». Ça m'angoisse parce que je ne peux pas faire autrement, je dois aller travailler, je dois vous confier un enfant et je ne suis pas serein parce que, en général, ce qui leur manque le plus, parce que nous on sait très bien. C'est l'échange, la communication. Évidemment, et voilà, cette communication, ces infos, il leur manque énormément d'infos, il leur manque d'espace de communication. La sérénité, je reviens de Bruxelles, vite, ça va fermer. Ah mince, il est 19h, je pense à l'accueillante qui doit aussi rentrer, qui a aussi une vie. Mais est-ce que le parent doit se mettre en danger pour arriver spécifiquement à l'heure? Voilà, quelle est notre flexibilité, mais alors quel est notre besoin aussi de professionnels? Et donc, c'est tout le challenge de ce triangle, c'est d'être dans le respect de chaque pointe. Je m'appelle Olivier Bayer, je suis animateur, coordinateur et formateur chez Koala SBL. Koala est opérateur d'accueil, on a des plaines, des séjours, des écoles de devoirs et donc on est aussi opérateur pour le brevet d'animateur et opérateur de formation pour le secteur accueil temps libre. Et donc c'était un atelier sur l'outil triangle de qualité ou triangle de la BBC. BBC, c'est l'acronyme de bien-être, besoins et compétences. Moi, ce triangle de Epstein, une fois qu'on me l'a expliqué, ça m'a paru évident. Et je me disais, mais pourquoi on ne nous en parle pas à l'école, pendant les réunions de rentrée par exemple? Pourquoi on ne nous explique pas qu'on a tous et toutes un rôle à jouer pour que l'accueil extrascolaire, ça fonctionne. Les enfants, les professionnels et nous les parents. J'en étais là dans mes réflexions quand, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans une école à Excel où on m'a parlé de quelqu'un qui avait eu comme plusieurs vies. Quelqu'un qui s'est retrouvé sur le tard à faire ce métier d'accueillant. Et ce qui m'a frappée dans cette rencontre, c'est à quel point cet homme était conscient de sa place, de sa position, de lien entre l'école et la famille. Vous avez vu la garderie de... Et donc ici, c'est la salle des petits? Ici, c'est une garderie. Garderie de petits. Et il a fait toute cette fresque. Oui, il fait plus que ça. Il faut tout faire en fait. Hein. Je peux faire une photo, juste pour moi. Hein. Oui, moi je connais depuis des années. Il fait un travail formidable. Il travaille ici depuis longtemps? À la base, il est journaliste, mais chut. Il m'a dit qu'il était prof d'art. Ça aussi, il fait des merveilles. Hein. Il fait des trucs vraiment... Oui, prof d'art, oui, ça c'est... Bon ben c'est magnifique. Ah, on a vu toutes ces fresques là. Est-ce que vous auriez envie de me parler un peu ou vous n'avez pas trop envie ou... Oui, je peux? Oui, je suis animateur. Gustavo Matisse. Gustavo Matisse et ici on peut dire animateur de jeunesse. Oui, animateur de jeunesse. Qu'est-ce que je sais faire? J'étais dessinateur dans la grande presse en Colombie. Et j'étais professeur de l'art. Mais ici, je ne peux pas faire. Mais en tant qu'animateur,
C'est ça que j'ai fait, des ateliers artistiques, des ateliers de... Ici, on parle de bricolage, mais pour moi, c'est la dimension artistique qu'on développe, qu'on fait la découverte. Et j'essaie de transmettre ça. Je suis arrivé en Belgique déjà vieux, on peut dire, parce que je suis réfugié. Et j'ai passé dans presque toutes les écoles. De la commune d'Ixelles? Oui. Si, il y a, dans cette école, il y a plus de 90 nationalités. Alors, mon rôle, c'est un petit peu servir de médiateur culturel. Ici, il y a beaucoup de primo-arrivantes et des enfants avec des conditions très, très difficiles. Des enfants réfugiés, des enfants précarisés. Même on peut dire des enfants de la rue, presque. Aussi, il y a des grandes familles. Aussi, dans cette école, il y a les fils de bourgmestres, il y a les fils de politiciens. C'est un mélange merveilleux. Et moi, en tant que réfugié politique, je pense que cette solidarité de la Belgique, ça m'a ouvert la porte pour faire de mon travail une mission. Je voudrais que mon petit-fils, qui est ici en Belgique, réussisse et apporte à la Belgique quelque chose. Je voudrais que les enfants d'ici fassent la même chose. C'est ça que j'essaie de faire tous les jours ici. Au moment que nous parlons, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de prof. C'est nous, le visage de l'institution. C'est nous qu'on doit parler aux parents. C'est nous qu'on doit rendre son enfant tout entier aux parents. C'est nous qu'on doit répondre aux questions des parents. Et c'est nous qu'on ramasse la colère des parents si les choses ne sont pas bien passées. Mais, comme vous venez de dire, on est les plus petits, les plus mal payés et les plus inestables de l'institution. Nous sommes, on dit, extrascolaires, ça veut dire nous ne sommes pas dans l'école, nous ne sommes pas dans la famille, on est un pont entre les deux. Enquête d'accueil. Écriture, prise de son et réalisation, Aliénor de Broc. Marrainage artistique, Caroline Berliner. Montage et dramaturgie, Gaspard Samin. Accompagnement artistique, Violette Palaro. Musique et mixage, Éric Ronce. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Christian Umineza et de toute l'équipe d'Alter Éduc. Merci à celles et ceux qui ont accepté de nous rencontrer pour partager leur expérience de l'accueil extrascolaire. Merci à Sarah Segura, Noé Béal et Thibaut Kuckelbergs de Comme un lundi ASBL pour leur accompagnement. Avec l'aide de l'appel à projet Un futur pour la culture, territoire de création de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds pour le journalisme. Aide à la diffusion, We Tell Stories. Moi, je sais ce que ça veut dire garderie. Garder le rire. C'est la garderie. Non, non, garde. Garder le rire. C'est ça que j'ai compris dans ma nature. Garder le riz à manger.